Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Pesticides, PFAS, poils anti-adhésifs toxiques, polluants éternels dans nos cheveux ou nos cours d'eau, perturbateurs endocriniens, pollution chimique, les termes se multiplient, les dangers aussi. Tout cela rejoint en réalité un seul et même concept, celui d'exposome, l'ensemble des expositions environnementales qu'un organisme subit de sa naissance à sa mort. Explication en détail en passant par notre alimentation. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs. Cette émission est en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et leur cycle de conférences Sciences étonnantes. C'est une fois par mois et c'est gratuit. Et nous recevons dans cette émission Gaude Dervili, directrice adjointe et responsable scientifique du laboratoire de recherche Laberca pour Laboratoire d'études des résidus et contaminants dans les aliments, porté par Oniris et l'INRAE et localisé à Oniris. Nous discuterons ensemble des différentes voies de contamination de nos aliments, des contrôles mis en place pour les détecter dans une première partie. Puis nous passerons en revue la très longue liste des contaminants chimiques auxquels nous sommes confrontés. Dans sa chronique, Yeltaz nous parlera de bioaccumulation et de bioamplification chez les huîtres, mais pas que. Mais pour l'instant, place à l'interview. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Gaude Dervili, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice adjointe et responsable scientifique du laboratoire de recherche Laberca. Alors, dans le titre de votre conférence de ce soir, que vous allez donner au Muséum, il y a le mot exposome. Ce mot a été introduit en 2005. Personnellement, c'est la première fois que je l'entends. Qu'est-ce que ça veut dire, exposome ? Alors, l'exposome, effectivement, c'est un terme qui a été introduit en 2005 par Christopher Wilde. Donc, Christopher Wilde était un épidémiologiste qui dirigeait le Centre international de recherche contre le cancer à Lyon. Et en tant qu'épidémiologiste, il s'intéressait aux déterminants du cancer. Et il avait observé que les déterminants génétiques étaient bien décrits, mais en revanche, la responsabilité d'autres déterminants non génétiques, comme le stress, la pollution, l'alimentation, n'expliquait que partiellement les cancers. Donc, sur la base de ces constats-là, il a décidé de regrouper l'ensemble de ces déterminants non génétiques dans le concept d'exposome. Et donc, il en a fait une définition très simple qui est la suivante. L'exposome, c'est l'exposition qu'un individu subit tout au long de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc, cela englobe toutes les expositions auxquelles nous sommes soumis. Et donc, le côté un petit peu nouveau également, c'était de prendre en compte ce côté vie entière qui permet d'expliquer la survenue de maladies chroniques telles le cancer ou l'obésité, le diabète. Là, on lit l'exposome aux maladies. L'exposome, c'est que des choses a priori négatives ? Alors c'est vrai que dans cette définition-là, oui, on a tendance à le voir comme des choses négatives, mais ce sont effectivement toutes les choses auxquelles nous sommes exposés. Donc ça peut être effectivement des bruits, mais ça peut être des bruits agréables. Mais l'idée, c'est quand même de voir l'impact sur la santé de l'individu. Donc effectivement, on va plutôt prendre en considération des choses négatives. Alors vous travaillez plus sur l'exposome, en tout cas ce qui rentre en contact avec nos aliments, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Donc en fait, l'exposome, comme je vous l'ai dit, c'est l'ensemble des expositions. Donc ça peut être effectivement le bruit, des lumières agressives, mais on sait que les facteurs de risque principalement associés à la mortalité, c'est la pollution environnementale. Donc les contaminants chimiques et l'exposition aux contaminants chimiques est quand même une part très très importante de l'exposome. Et nous, dans le laboratoire où je travaille, donc le Laberca, on s'intéresse à la manière dont les contaminants chimiques vont entrer dans la chaîne alimentaire et auxquels le consommateur sera exposé. Puisque les contaminants chimiques, quand ils entrent, a priori, que ce soit par un plancton, une céréale ou autre chose, ils continuent, ils restent au fur et à mesure ? Oui, alors en fait, c'est vraiment la particularité de l'exposome chimique, contrairement à une contamination bactérienne au cours de laquelle, au cours du process, on peut stopper la contamination, on peut stériliser les aliments, on peut avoir des procédés particuliers qui vont limiter la contamination bactérienne. Les contaminants chimiques, une fois qu'ils entrent, ils se propagent le long de la chaîne alimentaire. Et donc, on a une accumulation le long de ce trajet jusqu'à l'assiette du consommateur. Alors, la contamination chimique peut se faire à plusieurs étapes. Si on revient au tout début, est-ce que dès la graine, le champ, la céréale ou les cultures maraîchères, par exemple, il peut y avoir des contaminations chimiques ? Oui, alors en fait, les contaminants entrent dans la chaîne alimentaire à différents points. En fait.
et en particulier au niveau de la production primaire. Si l'endroit où va pousser la plante, où va être élevé l'animal est contaminé, ou si l'aliment qui sert à nourrir l'animal est contaminé, on va avoir une contamination dès le tout début de la chaîne alimentaire. Donc là, on va distinguer 2 types de molécules, soit des molécules qui sont intentionnellement ajoutées dans la chaîne alimentaire, ça existe, c'est ce qu'on appelle des résidus. On ajoute des pesticides, on ajoute des médicaments vétérinaires. Au niveau de la chaîne de production, on va pouvoir également avoir des procédés où on va ajouter des conservateurs, par exemple, des nitrites, des nitrates pour conserver la charcuterie. Donc ça, ce sont des molécules que l'on ajoute intentionnellement. C'est ce qu'on appelle des résidus. À l'opposé, on va avoir des molécules qui sont présentes dans l'environnement et que l'on n'ajoute pas intentionnellement, mais qui entrent parce que la plante va pousser, comme je vous le disais, sur un sol contaminé ou au niveau du procédé de fabrication, il va y avoir un chauffage particulier qui va générer des composés générés par cette haute température, ou au niveau du packaging, on va avoir migration de certaines molécules. Donc on a vraiment tout le long de la chaîne de production, de la production primaire, la chaîne de production, l'emballage, et même le consommateur lui-même, en fait, peut générer des contaminants. C'est pratique. Après l'usine, etc., Bien ça sûr. arrive dans notre cuisine. Et là, nous aussi, on peut rajouter des contaminants sans le vouloir. On peut en créer, par exemple, une pratique abusive du barbecue. Si on met la viande à la flamme, on va générer des contaminants qui sont toxiques. Alors le barbecue, le côté cramé, etc., Oui. on le connaît. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques que l'on peut faire en toute bonne foi et qui finalement, en cuisine, sont un désastre ? Par exemple, le mésusage d'un emballage en plastique qui n'a pas été fait pour être réutilisé. On peut penser à une barquette, par exemple, dans laquelle on a acheté des carottes râpées, que sais-je. Réutiliser cette barquette-là et la mettre au micro-ondes, elle n'a pas été prévue pour. Donc on peut avoir là les effets des micro-ondes qui vont abîmer le plastique et libérer des molécules qui vont se retrouver dans l'aliment. Ça, c'est un exemple particulier. On peut avoir d'autres exemples, on peut penser aux ustensiles dans lesquels on va avoir également d'autres molécules qui vont migrer, et les composés perfluorés sont un bon exemple en fait. Oui, les fameux composés perfluorés qu'on appelle maintenant les PFAS, les PFAS, on en parlera longuement en deuxième partie, mais qu'on retrouve notamment dans les poêles avec l'anti-adhésif. Oui, les revêtements anti-adhésifs. Les revêtements anti-adhésifs. Là, tout le long de cette chaîne de production, donc du champ, l'usine, la fabrication, la cuisine, on a parlé globalement donc de résidus qu'on aurait ajoutés, de pesticides, de plastique. Donc c'est vraiment plein de sortes de molécules. Ah oui, en fait, la variété physico-chimique des molécules qui nous intéressent, elle est extrêmement variée. Et c'est ce qui fait la difficulté justement de les surveiller. Parce qu'on va avoir besoin de méthodes analytiques différentes pour permettre d'aller isoler ces molécules et de les analyser. Et c'est vraiment là la difficulté de caractériser l'ensemble de ces molécules chimiques, donc de caractériser l'exposome. Alors votre travail, justement, je le rappelle, vous êtes directrice adjointe et responsable du laboratoire d'études des résidus et des contaminants dans les aliments, donc on est vraiment pile dans le sujet. Vous essayez d'évaluer un petit peu à quel point nous, consommateurs, on peut être exposés à toutes ces molécules et ces contaminants chimiques. Quelles sont les méthodes d'analyse que vous avez ? Est-ce que vous allez prendre un petit bout de terre dans un champ, le foutre sous un microscope ? C'est quoi les étapes ? Alors les grandes méthodes d'analyse, il faut s'assurer d'être capable d'extraire ces molécules des aliments. Les aliments, ce sont des matrices très complexes. Donc il y a déjà un savoir-faire sur la capacité à extraire ces molécules, donc un savoir-faire d'extraction, de purification. Et une fois qu'on a réussi à extraire, purifier ces molécules, l'instrument de choix, c'est le spectromètre de masse. En fait, c'est le seul instrument qui est capable d'aller identifier sans ambiguïté une molécule, et surtout à des concentrations très très basses. Parce que le vrai défi, comme je vous le disais, ce sont des matrices complexes, des contaminants qui ont des propriétés physico-chimiques très variées, mais à des concentrations vraiment très basses. On se retrouve de l'ordre du picogramme par gramme. Alors le picogramme par gramme, c'est quoi ? C'est le millième de milliardième de gramme. Donc on peut parler en puissance de 10, c'est du 10-12 grammes. Effectivement, c'est très très peu. On va chercher des toutes petites quantités. Et là, l'instrument de choix, c'est le spectromètre de masse. Donc là, j'imagine que le résultat n'est pas une molécule présente, c'est vraiment une variété de molécules avec des concentrations différentes en fonction de ce que vous analysez. Bien sûr. Alors en fait, nos méthodes d'analyse sont quand même regroupent des molécules par famille. Donc on cale à ce moment-là les protocoles pour aller rechercher des familles particulières, c'est ce qu'on appelle des méthodes ciblées, mais on peut avoir une quinzaine, une vingtaine de molécules dans chaque méthode, même plus.
Est-ce que vous avez une liste, on va dire, des ennemis à cibler? Il faut savoir s'il y a ennemi numéro 1, ennemi numéro 2, ennemi numéro 3, ou est-ce que vous mettez ça dans le spectromètre de masse et vous voyez ce qui sort? Alors ça, ce sont des approches innovantes. C'est ce qu'on est en train de développer pour le futur. À l'instant T, les approches réglementaires ou classiques, officielles, comme je le disais tout à l'heure, sont des méthodes ciblées, c'est-à-dire que l'on sait ce que l'on va rechercher. Donc on rentre dans nos spectromètres de masse une liste de molécules finie, et on va aller déterminer la présence ou non de ces molécules et les quantifier aussi, parce que ce qui est important, c'est effectivement de les détecter, mais ensuite de les quantifier. Certaines seront tout le temps présentes, parce que tout le temps omniprésentes dans notre environnement. En revanche, à des concentrations qui vont nécessiter des seuils d'action ou pas. Donc ça peut être par exemple le retrait de la marchandise si on dépasse des seuils. Donc en fait, on a des listes de molécules à rechercher. Ça, c'est réglementaire, on y viendra peut-être tout à l'heure. Mais on a des molécules qu'il est impératif de rechercher dans nos aliments. Vous parlez de quantité à partir duquel il faut s'inquiéter. J'imagine que ces quantités varient en fonction des molécules dont on parle. Bien sûr. Bien sûr. Et en fait, ces quantités sont liées d'une part à la teneur dans l'environnement, mais également à la toxicité. Et en fait, plus une molécule est toxique, moins on va la tolérer en quantité importante dans les aliments. Donc selon les types de molécules, on va avoir des concentrations qui peuvent être plus élevées. Tout à l'heure, je vous parlais du picogramme par gramme. Ça, ce sont vraiment les concentrations les plus basses que l'on recherche. Mais il existe certaines familles de molécules pour lesquelles ça va être du nanogramme, d'autres ça va être du milligramme. C'est quoi, on va dire, les ennemis publics numéro 1, les molécules que quand vous les trouvez, vous vous dites, bon là, urgence, il faut tout de suite qu'on arrête, que cet aliment n'aille pas jusqu'au consommateur? Alors, je vais plutôt parler pour les molécules que l'on étudie au laboratoire, parce qu'il y en a certainement d'autres très urgentes, mais parmi celles que l'on étudie au laboratoire, il y a un gros focus sur les composés polluants organiques persistants, parmi lesquels on a les dioxines, les polychlorobiphéniles, les composés perfluorés qui sont réglementés depuis très, très récemment. Donc voilà, c'est ces molécules qui ont la capacité de se bioaccumuler dans les tissus animaux en particulier. Et là, effectivement, il y a des seuils réglementaires. Et si l'on mesure des quantités supérieures aux seuils réglementaires, il y a retrait de ce lot avec enquête pour comprendre comment l'aliment a été contaminé à des niveaux si hauts. Vous avez dit des mots magiques de molécules, on va en parler en deuxième partie, parce que ça peut faire un peu peur quand on les entend. Mais vous avez dit aussi un autre mot magique, la bioaccumulation. Et on va justement laisser Yeltaz nous raconter un petit peu dans sa chronique qu'est-ce que c'est que ce principe de bioaccumulation et de bioamplification. On l'écoute. Le son des sciences au Labo des Savoirs. Vous voyez, ce moment où vous trouvez un objet chez vous, vous ne savez pas quoi en faire et il finit dans une sorte d'assiette dans le salon? Eh bien, les huîtres font la même chose. Quand elles sont dans un milieu riche en métaux lourds, elles les conservent jusqu'à les absorber et les retenir dans leur coquille. Pourtant, elles non plus ne savent pas quoi en faire de ces métaux lourds. Ils ne leur confèrent pas d'avantage, c'est même plutôt une contamination due à un environnement pollué. En fait, ce processus de stockage, c'est ce que les écologues appellent la bioaccumulation, c'est-à-dire l'absorption et la concentration d'une substance par un organisme dans un de ses organes. Et cette bioaccumulation, est-ce que c'est spécifique aux huîtres? Pas du tout. La bioaccumulation est un processus qu'on peut retrouver chez l'ensemble des organismes vivants. Pour rester en milieu marin, par exemple, de nombreux poissons bioaccumulent des microplastiques dans leurs tissus. Au vu de tout le plastique qu'on rejette dans les océans, c'est pas étonnant. Les poissons baignent littéralement dedans. Mais nous sommes tout autant concernés par ce fléau. Une étude néerlandaise de 2021 révélait également que le sang de 77% des volontaires testés contenait des microplastiques. Ces dernières années, d'autres études alertaient aussi sur la présence de plastique dans nos artères, nos cheveux ou encore nos placentas. Nous aussi, nous sommes donc contaminés par notre environnement. Par contre, difficile de connaître toutes les conséquences de ce que nous accumulons dans notre corps. Quand on parle de plastique ou de métaux lourds, on s'imagine bien qu'il y a des effets négatifs, mais on manque souvent d'études plus poussées. Parfois, certaines substances sont métabolisées pour en donner d'autres, ou bien dégradées petit à petit. Ce qui est sûr, c'est que notre corps ne parvient pas à tout évacuer par les méthodes habituelles. Mais pour en revenir aux poissons, est-ce qu'ils ne risquent pas de nous contaminer, nous, ensuite? Si, parfaitement. Bien souvent, la bioaccumulation d'un polluant dans un organisme se fait à travers la chaîne alimentaire, le polluant passant de la proie à son prédateur. Cette transmission est nommée bioamplification. On parle d'amplification
car la concentration du polluant accumulé a tendance à augmenter avec le niveau dans la chaîne alimentaire. Par exemple, le plancton accumule des microplastiques présents dans l'eau avant d'être mangé par des poissons. Un prédateur de ces poissons va ensuite accumuler le plastique de toutes les proies dont il s'est nourri. Ainsi, ce sont les grands prédateurs marins qui atteignent les plus grandes proportions de plastique ingéré. Je vous laisse imaginer chez l'homme. La bioaccumulation n'engendre donc que des conséquences négatives ? Eh bien, tout de même, les écologues et plus spécifiquement les écotoxicologues ont fini par trouver un avantage à ce processus. Il leur permet bien souvent de déterminer à quel point un environnement est pollué ou non. Il se trouve que certains organismes sont plus sujets à la bioaccumulation que d'autres et ont une plus grande tendance à concentrer en eux les polluants. C'est le cas des huîtres dont nous parlions au début. Pour déterminer l'échelle de la pollution en métaux lourds d'un écosystème marin, il suffit donc aux chercheurs et chercheuses d'étudier les coquilles d'huîtres des environs. Leur concentration en métaux lourds est en effet proportionnelle à celle du milieu. L'huître devient ici un bio-indicateur, c'est-à-dire un modèle permettant facilement l'étude de son environnement. Autre exemple, le lichen est un bio-indicateur apprécié pour l'étude de milieux plus forestiers, car il possède les mêmes propriétés de bioaccumulation que l'huître. Cela lui permet, lui aussi, d'être une projection fiable de son écosystème. Mais je pense que nous, humains, restons sûrement les meilleurs bioindicateurs possibles. Parce que, avec toutes les substances que nous avons en nous, microplastiques, PFAS, amiante, particules fines, pesticides, etc., nous demeurons certainement les représentations les plus fidèles de notre environnement pollué par nos soins. Merci Yeltaz pour cette chronique sur la bioaccumulation que l'on peut retrouver sur le site du Labo des Savoirs. Le son des sciences au Labo des Savoirs. Merci Yeltaz pour cette super chronique. On a donc parlé des méthodes d'analyse pour caractériser un petit peu les niveaux de contamination des denrées, mais il y a aussi de la surveillance avec des enquêtes consommateurs. Vous envoyez des questionnaires ? Alors, pas nous directement, mais nous sommes amenés à contribuer à des études qui permettent d'évaluer l'exposition de la consommation. C'est ce qu'on appelle des études alimentation totale. Donc en France, c'est l'ANSES qui est en charge de la réalisation de ces études. Et ces études sont un mix entre deux types d'enquêtes. Donc des enquêtes où on va, nous, au laboratoire, déterminer la contamination des aliments. Et on va croiser ces données de contamination avec des données de consommation. Et donc c'est là qu'il y a des enquêtes qui sont faites, notamment diligentées par les pouvoirs publics, afin de connaître les habitudes alimentaires des citoyens et du consommateur français. Et lorsque l'on croise ces données de contamination et ces données de consommation, ça nous permet de savoir quelle est l'exposition de la population, est-ce qu'il y a des dépassements de valeurs toxicologiques et est-ce qu'il y a besoin de prendre des options de gestion afin de mieux protéger le consommateur par rapport à un danger particulier. Est-ce que vous avez un exemple concret de ce processus ? En fait, il y a eu pour le moment plusieurs études d'alimentation totale en France. Et là, on en est à la troisième qui est actuellement en train de réalisation. Donc, les échantillons sont au laboratoire pour analyse en ce moment. Les molécules qui sont recherchées, comme je vous le disais tout à l'heure, on a dans notre laboratoire les dioxines, les composés perfluorés, les bisphénols, par exemple. Nous, notre travail, c'est vraiment d'aller caractériser la contamination. Donc, cette fois-ci, on est sur des aliments tels que consommés. On n'est plus du tout comme le cas du contrôle précédemment, où là, on était sur des aliments, plutôt des denrées brutes. Là, les enquêtes d'évaluation de l'exposition, on est sur des aliments tels que consommés et on va les déterminer dans des pâtes bolognaises, dans du couscous, dans du riz au lait, quelles sont les teneurs en dioxines, en composés perfluorés. Donc là, on va dire que vous les prenez des rayons des magasins, vous les ouvrez et vous voyez ce qu'il y a dedans, quoi. Alors en fait, schématiquement, ça pourrait être ça. En fait, sur la base des enquêtes de consommation, l'ANSES va aller effectivement acheter les aliments, va les préparer dans une cuisine telle qu'ils auraient été préparés chez le consommateur. Donc on va vraiment remimer tout ce processus de préparation des aliments. Et ensuite, il va y avoir création de l'eau afin de faciliter l'analyse, mais ça représente exactement l'alimentation du consommateur français. On a parlé de surveillance, on a parlé de contrôle, dont deux étapes différentes. Est-ce que ces dernières années, il y a eu une évolution avec des contrôles plus stricts ou
de plus grandes molécules ou des surveillances renforcées, est-ce qu'on observe un changement ? Alors oui, ce qui est certain, c'est que le nombre de molécules surveillées, il va crescendo. De mémoire, la première étude d'alimentation totale au début des années 2000, c'était une quarantaine de molécules. La seconde étude d'alimentation totale, on était plutôt 400 molécules, quelque chose comme ça. Donc on a un facteur 10 en termes de nombre de molécules recherchées. Si on fait le lien, il n'y a pas forcément de lien avec la réglementation, mais la réglementation européenne est extrêmement stricte. On a une des réglementations au monde qui est la plus stricte au niveau sanitaire, en question sanitaire des aliments. Alors on pourrait dire qu'on ne mesure jamais assez de molécules. Ce qui est certain, c'est que la recherche accompagne ces développements. On est, nous, à l'affût de nouvelles molécules qui, on l'espère, si elles s'avèrent dangereuses, seront incluses dans ces plans à l'avenir. Vous avez parlé de contrôle, en tout cas de règlement européen. Oui. Donc oui, vous ne regardez pas les molécules au petit bonheur la chance en fonction de ce qui vous intéresse. Vous avez donc un espèce de protocole à suivre, j'imagine ? Bien sûr, la surveillance des aliments au niveau européen, elle est extrêmement cadrée. Depuis le début des années 2000, en fait, on a eu les premiers textes qui ont vraiment commencé à bien structurer le contrôle des aliments en Europe. Il y a même eu une révolution réglementaire en 2017 qui a vraiment mis à plat parce qu'il y avait beaucoup de textes en fait. Donc il a fallu mettre un petit peu de l'ordre et simplifier, réharmoniser les plans. Mais on a vraiment des sortes de guides. En fait, on sait exactement quelle molécule choisir. Et ce sont les mêmes à toute l'échelle, tous les pays européens. Les seuils réglementaires sont les mêmes dans tous les pays européens. Donc il y a une harmonisation qui est très très forte, oui. Là, on parle du niveau européen. Est-ce qu'il y a une sous-couche française ou est-ce que tout est harmonisé au niveau européen ? Alors, c'est harmonisé au niveau européen, c'est forcément décliné dans le droit français. Mais là, il n'y a pas de particularité, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, pour chaque famille de molécules, il y a un laboratoire européen de référence. Par exemple, les molécules qui nous intéressent au laboratoire, on a 2 ou 3 laboratoires européens de référence, un en Allemagne, un aux Pays-Bas par exemple. Et ensuite, chaque pays membre a son laboratoire national de référence. Et donc nous, au Laberca, nous sommes laboratoire national de référence pour ces composés-là. Donc chaque labo a ces types de molécules spécifiques, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y en a quand même beaucoup. C'est ça. Et donc à chaque fois, il y a des références, et donc on s'adresse à ces labos-là pour savoir un petit peu les références. Et en fait, il y a un maillage du territoire qui se fait comme ça, en fait, de l'échelle européenne jusqu'à l'échelle nationale. Et après, il y a des laboratoires sur le territoire qui sont aussi là pour faire les analyses de première intention. Donc on a vraiment un maillage du territoire qui est assez exceptionnel et unique au niveau mondial. Ces fameux échantillons, est-ce que c'est des gens de chez vous qui vont sur le terrain pour aller les récupérer ou est-ce que ça se fait, comment ça se passe ? Alors là, c'est les services de l'État qui vont les prélever. Alors il y a des prélèvements effectivement au niveau des sites de production, donc ça peut être chez l'éleveur, il y a des prélèvements à l'abattoir également aussi. Mais ça, c'est vraiment organisé aussi au niveau de l'État. Tout ça est une chaîne. C'est une chaîne, voilà. Donc, c'est le ministère de l'Agriculture qui est à la tête de tous ces différents process et la Direction générale de l'alimentation en particulier. Et vous êtes là vraiment pour l'analyse des produits chimiques, en tout cas de ce fameux exposome dont on parle depuis le début de l'émission. Alors, on va continuer à en parler. On écoute d'abord le titre de Rachel Sweet qui s'appelle « It's So Different Here » avec mon superbe accent anglais. Et on revient pour parler des différents types de contaminants, les fameuses molécules dont on parle depuis le début, avec lesquelles notre corps entre en contact tous les jours. De retour en interview avec Gaude Dervilly, directrice adjointe et responsable scientifique du laboratoire de recherche Laberca qui étudie la contamination chimique des aliments. En première partie, nous avons vu les différentes étapes auxquelles pouvait avoir lieu la contamination, mais aussi les analyses et les méthodes de contrôle qui sont mises en place pour la prévenir. Détaillons désormais l'ensemble de ces fameux contaminants chimiques, de cet exposome. Dans l'actualité, vous avez sûrement entendu parler, chers auditeurs et auditrices, des PFAS, je ne sais pas comment le dire, qui font partie de ces polluants éternels. On a analysé notamment dans les cheveux de personnalités publiques. Ce sont des substances per et je savais que j'allais pas y arriver. Des substances per et polyfluoroalkylées, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Donc ces PFAS, on les retrouve dans plein de choses, mais notamment, et c'est le plus connu, dans les revêtements de poils Tefal, les revêtements anti-adhérents. Alors, est-ce qu'il faut racheter tous nos ustensiles de cuisine ? Alors peut-être juste repréciser ce que sont les PFAS. Donc effectivement, ce sont des molécules exclusivement de synthèse, il n'en existe pas naturellement. Donc ce sont des molécules dont les chaînes de carbone, sur lesquelles les chaînes de carbone, certains hydrogènes ont été remplacés par des fluors. Alors tous
ce sont les perfluorés ou certains, ce sont les polyfluorés. Voilà, donc on a des chaînes soit complètement fluorées, soit partiellement fluorées. La particularité de ce type de structure, c'est qu'elles n'aiment rien en fait. Elles n'aiment pas le gras, donc elles sont anti-taches. Elles n'aiment pas l'eau, donc elles sont elles sont imperméables. Et donc elles sont utilisées pour de nombreuses applications. Elles sont produites pour toutes ces applications. Donc on va les retrouver effectivement sur les vêtements imperméables. On va les retrouver sur les fardes de ski. C'est parce que ce sont des molécules qui font glisser dans des cosmétiques. Et puis effectivement dans des ustensiles de cuisine pour leurs propriétés anti-adhésives. Donc ces composés, il en existe beaucoup. Les experts ne sont pas unanimes sur le nombre de composés qui existent. On a des chiffres entre 4 000 et 10 000, c'est certainement plus. Oui. Pour le moment, seuls 4 sont réglementés dans les aliments. Donc le PFOS, le PFOA, le PFHXS et le PFNA. Donc seulement 4 molécules sur les milliers utilisées. Donc c'était les molécules historiquement produites. Alors, elles sont réglementées dans les aliments seulement depuis 2022. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout récent, alors qu'on les connaît depuis très longtemps, ces molécules. Il a fallu attendre que les évaluateurs du risque fassent leur travail et concluent à la toxicité de ces molécules, de ces 4 molécules. C'est compliqué de généraliser aux autres molécules la toxicité, mais en tout cas, pour celles-là qui sont réglementées, les effets toxiques associés, on parle d'effets sur le foie, de surincidence du cancer du rein, des testicules. Et le principal effet qui tracasse en fait la communauté, c'est la diminution de la réponse immunitaire face au vaccin. Donc c'est ce point-là qui a fait diminuer très nettement les doses acceptables pour l'humain et pour le consommateur. Donc voilà, ces composés sont là, ils sont partout effectivement, on est tous imprégnés. On en cherche réglementairement 4, une vingtaine sont sous très haute surveillance, mais comme je vous le disais, il y en a des milliers qui existent. Et c'est là que les laboratoires de recherche, dont fait partie le LabRK, nous travaillons à innover, trouver de nouvelles techniques pour aller rechercher un maximum de composés perfluorés. Et là, on va s'attacher à différentes techniques analytiques. On va avoir du recours à de la bioinformatique aussi pour aller rechercher des motifs particuliers dans nos empreintes de spectrométrie de masse. Enfin, voilà, c'est tout un travail particulier, mais la recherche est vraiment là pour aller étendre la connaissance de ces composés perfluorés. Donc là, c'est une recherche vers le futur pour essayer d'en détecter plus à l'avenir. C'est ça. Alors, je vais peut-être poser une question bête, mais si c'est des composés qui ont été entièrement fabriqués par l'homme, est-ce qu'on ne peut pas remonter la piste et essayer de savoir, alors les industriels, ou en tout cas à quel moment c'est utilisé pour détecter plus facilement ces produits ? C'est compliqué en fait d'avoir accès il y a du secret industriel derrière avec beaucoup de brevets. Les molécules produites, et puis, alors ça effectivement, les listes sont certainement connues, mais en revanche, la manière dont ces composés vont se dégrader, ça effectivement, c'est à nous d'aller découvrir un petit peu ce qui existe. C'est le cas du téflon, par exemple, qui est utilisé dans les poêles anti-adhésives. Le téflon ne comporte pas de PFOA en tant que tel. Donc si on regarde juste la poêle à un instant T, elle ne présente pas de PFOA. Mais pour fabriquer le téflon, ou lorsqu'il se dégrade en fin de vie, il va y avoir émission ou production de PFOA dans l'environnement. Donc c'est aussi difficile de savoir, parce que ça fait partie des arguments des lobbies industriels, de savoir à quel point c'est vraiment toxique ou ça a une influence sur notre santé, puisque ça évolue aussi dans le temps. Bien sûr, et puis c'est vrai qu'on peut regarder à un instant T, comme je vous le disais, la poêle, lorsqu'elle est neuve, et qu'elle est correctement utilisée, il y a certainement pas de problème. Mais la fabrication de cette poêle va utiliser des molécules, ou va générer, ou va émettre des molécules qui, elles, sont problématiques, ou ensuite la dégradation de ces molécules. Alors un petit point sur l'actualité, la proposition de loi d'interdire ces polluants éternels a été adoptée à l'unanimité le jeudi 4 avril 2024 dernier, à l'exception des ustensiles de cuisine qui ont été retirés du texte suite à la pression des lobbies industriels qui font visiblement très bien leur boulot. Et le texte est désormais face au Sénat. Alors là, si on revient sur le projet de loi là, qui est passé la semaine passée au Parlement, effectivement, ce qui est convenu, c'est qu'il y aura des restrictions d'usage pour 3 grandes catégories. Donc effectivement, les ustensiles de cuisine ont été mis à part. Néanmoins, les cosmétiques, les vêtements et les fardes de ski ne devraient plus contenir dès janvier 2026 de composés perfluorés. Donc ça, c'est une super nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On peut s'en réjouir. Donc ces composés anthropiques de synthèse, il y a les composés perfluorés dont on parle. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, bien sûr.
les pesticides par exemple. Là, on est dans le cas de résidus, puisqu'en plus, non seulement ils sont synthétisés par l'homme, mais en plus, ils sont introduits dans la chaîne alimentaire de manière intentionnelle. Pas forcément pour introduire un risque, parce que si on les introduit, c'est bien parce qu'ils ont des effets bénéfiques. Par exemple, on va introduire des fongicides pour ne pas qu'il y ait de moisissures. Les moisissures, elles, sont porteuses de toxines. Donc, c'est vraiment un compromis ou un bénéfice-risque entre on rajoute des fongicides pour éviter des toxines qui viennent de moisissures. Donc dans les composés anthropiques de synthèse, on a les composés perfluorés, les pesticides. Alors les retardateurs de flamme, ça rentre dans quelle catégorie ? C'est la même chose. Ce sont également des molécules synthétisées par l'homme pour apporter un bénéfice technique. Donc en partie, leur nom indique bien leur usage. Ils vont empêcher la flamme lorsqu'il y a un départ de feu. Donc les substances vont plutôt avoir une combustion sans flamme. Donc on va les retrouver dans pas mal de biens de consommation courante, les canapés, les fauteuils, les coussins, les rideaux, les plaques à nos plafonds. Est-ce que ça fait aussi partie des polluants éternels ? Oui, alors les polluants éternels, en fait, on n'aime pas trop cette terminologie. C'est très très global. C'est très global, voilà. Alors c'est vrai que là, ça a été beaucoup utilisé pour les PFAS. On a presque l'impression que les PFAS égale polluant éternel. En fait, ça veut dire quoi éternel ? On ne sait pas grand-chose. On préfère le terme persistant, c'est-à-dire ce sont des composés qui se dégradent lentement. Voilà. Alors après, ils ont des temps de demi-vie qui sont différents les uns des autres, mais entre des dioxines ou des perfluorés, leur durée dans l'environnement va être très très longue en tout cas, ça c'est certain. Et c'est donc des composés, comme on l'a dit dans la première partie, qui restent dans la chaîne alimentaire et qui après finissent chez l'homme. Oui, voilà, tout à fait. En fait, il y a un biotransfert, on va dire, le long de cette chaîne alimentaire. Il n'y a pas d'élimination au niveau de la chaîne alimentaire, sauf procédé particulier, mais on va les retrouver effectivement dans l'assiette du consommateur. On parle aussi parfois de composés halogénés. Mm-hmm. C'est quoi la différence ? Alors en fait, ça va recroiser pratiquement... beaucoup de ces contaminants chimiques. Je vais repartir sur la définition des polluants organiques persistants. Les polluants organiques persistants, ce sont des composés qui ont 4 propriétés. La première, c'est qu'ils sont persistants. Donc on va retrouver cette histoire de polluants éternels. Donc ça veut dire qu'ils se dégradent très lentement, c'est leur première propriété. La deuxième propriété, c'est qu'ils sont toxiques, évidemment, si on s'intéresse à eux. Et donc ils ont un effet néfaste sur la santé. Ils sont bioaccumulables. Donc voilà, ce sont tous des termes qu'on a utilisés depuis le début, mais ça permet de recaler ensemble ces 4 propriétés. Et la dernière à laquelle on ne pense pas forcément, c'est qu'ils sont mobiles. C'est-à-dire qu'on va les retrouver certes à l'endroit de là où ils ont été produits, mais aussi dans des endroits complètement inattendus. Parce qu'ils vont être transportés par l'eau, par l'air, et en particulier lorsqu'ils sont transportés par voie atmosphérique, ils vont retomber sur ce qu'on appelle des points froids. Et c'est pour ça que les pôles, en fait, en particulier, ou certains lacs de montagne, sont très contaminés par des composés perfluorés, par des dioxines, parce qu'il y a une sorte de condensation dans ces points froids. Donc ça, ce sont les POP, et il s'avère qu'ils sont pratiquement tous halogénés. Voilà, donc ce sont des composés qui contiennent des molécules de chlore, de brome, de fluor, comme les composés perfluorés. Et ça, ce sont des molécules qui sont listées à la Convention de Stockholm, qui est une convention internationale signée par une centaine de pays, qui permet de restreindre, alors soit d'interdire la production, soit de limiter la production lorsqu'on a quand même besoin de fabriquer ces produits-là, ou alors de limiter les émissions, lorsque ce sont des choses qui sont produites non intentionnellement. Et donc, il y a... alors, historiquement, il y a eu 12 molécules qui étaient à la Convention de Stockholm en 2001. C'était presque tous des pesticides et des insecticides organochlorés. Et cette liste s'allonge. Et assez récemment, il y a encore un composé perfluoré, le PFHXS, qui a été rajouté en 2022. Donc cette grosse famille des polluants organiques persistants qui fait très peur quand on en parle, c'est fou que ça puisse se retrouver dans des lacs de montagne ou dans des zones qu'on imagine protégées d'activités humaines. Et en fait, ça se condense, c'est terrifiant. Et c'est là où je vais essayer de placer un autre mot qu'on entend souvent. Est-ce que ce sont tous des perturbateurs endocriniens ou ça n'a rien à voir ? Si, pratiquement tous. En fait, je suis en train de réfléchir, ça pourrait être une autre dénomination. Alors la famille des perturbateurs endocriniens, elle est plus large que la famille des POPs, en fait. Mais tous ceux dont on a parlé
ont tous là des propriétés de perturbateurs endocriniens, effectivement. Donc ce sont des molécules qui se font passer pour des hormones de notre système endocrinien et qui donc remplacent et modifient le fonctionnement de notre corps. Là encore, tout à fait terrifiant. Donc on a la grande famille des perturbateurs endocriniens, la plus petite famille néanmoins terrifiante des polluants organiques persistants, dans lequel on retrouve plein de choses avec, donc qui peuvent être des composés halogénés ou non. Et donc ça peut être des pesticides, des PFAS, etc. On en a parlé. Ok, maintenant on a à peu près toute l'organisation de ces composés qui sont a priori rajoutés souvent par l'homme. En tout cas présents dans l'environnement. On a parlé aussi en première partie d'émission de dioxines. Oui. Donc là, on est dans quel sous-groupe ? Alors les dioxines, c'est typiquement des POP qui étaient à la Convention de Stockholm, inscrits à la Convention de Stockholm depuis le début. Donc là, ce sont des molécules qui sont chlorées. Alors elles sont émises dans l'environnement principalement par des coproduits de combustion. En fait, c'est lorsqu'il y a une mauvaise combustion de la matière organique, elles vont être produites. Donc il faut de la chaleur et des conditions de température assez particulières. Donc ce sont des molécules qui sont produites typiquement par l'incinération des déchets. Donc on va les retrouver en sortie d'incinérateur ou alors la sidérurgie. Voilà, donc des grosses industries qui, par leurs procédés thermiques, vont générer ces molécules. Donc ça, c'est la plus grande partie de la création des dioxines. Néanmoins, elles sont également produites un petit peu naturellement. Les volcans vont émettre des dioxines, les feux de forêt peuvent également émettre des dioxines. Donc on a quand même cette partie-là où l'homme n'est pas responsable de la production de ces molécules-là. Est-ce que c'est possible aussi d'en produire avec son barbecue ou là, c'est vraiment des températures qui ne sont pas comparables ? Dès qu'il y a combustion, en fait, il y a production de ces molécules-là. Même la fumée de cigarette en contient un tout petit peu également aussi. Donc ça, ce sont des molécules qui sont extrêmement toxiques et elles peuvent également être produites lorsqu'il y a un accident industriel. Donc par exemple dans une usine qui fabriquerait des pesticides avec des molécules de chlore, si les conditions de température ne sont pas idéales, on peut avoir un emballement du process et création de dioxines de manière non contrôlée. C'est ce qui s'était passé à Seveso en 1976. Donc c'était l'accident de l'usine qui se situait en Italie à Seveso. Et cette molécule, en particulier une molécule de dioxine très particulière, avait été projetée dans l'environnement et créant une catastrophe assez particulière. C'est également la molécule d'empoisonnement de Viktor Yushchenko, en président ukrainien. D'accord. Donc on voit bien la toxicité de cette molécule-là. Oui, bien toxique. Et le pire, c'est que ça peut donc contaminer nos fameux aliments de manière totalement inintentionnelle. Oui, alors en fait, là, notre environnement, il est complètement contaminé par les dioxines. Donc on a toujours un bruit de fond. Quand on les mesure dans notre laboratoire, il y en a toujours un bruit de fond. Donc par des mesures de restriction, des mesures de gestion. Donc, par exemple, à la fin des années 2000, il y a une réglementation qui a imposé aux incinérateurs de mettre des filtres en haut de cheminée. Donc, par des mesures telles que celle-là, la contamination de notre environnement diminue de manière assez visible et tangible. Donc, on diminue petit à petit notre exposition. Néanmoins, il en reste toujours. Mais on voit bien que ce sont des mesures des pouvoirs publics qui vont permettre dans ces cas-là de diminuer les sources d'exposition du consommateur. Mais vous, dans vos analyses dans le laboratoire, il y en a toujours un peu ? Il y en a toujours un peu, on a un bruit de fond, oui. Et enfin, il y a les contaminants naturels auxquels on ne pense pas forcément. On se dit, c'est naturel, donc c'est positif. Et pas toujours. On a parlé un petit peu des moisissures, des mycotoxines. Est-ce que ça, c'est juste le consommateur qui a laissé trop longtemps dans un placard un plat de pâtes, ou est-ce que ça peut arriver aussi sur le chemin de la production des aliments ? Oui, alors, et même la principale source, elle est même en amont, effectivement, du consommateur. Donc ça peut se passer en amont, effectivement, du consommateur, au niveau du champ, où il va y avoir développement de moisissures, mais surtout au niveau du stockage. En fait, c'est dans les silos de stockage. Et donc là, les contrôles se font principalement à ces endroits de stockage, avec ici des particularités de prélèvement qui sont vraiment justement très particulières à ces familles de composés, puisqu'il faut avoir une bonne représentativité de différents endroits du silo. Donc vous prélevez plein de petits endroits du silo pour être sûr qu'il y a de la pourriture nulle part. C'est de la pourriture ou de la moisissure. Il y a plusieurs types de champignons qu'on peut rechercher. Oui, alors en fait, les moisissures, il y en a des centaines. Seule une trentaine va produire des toxines toxiques, justement, pour le consommateur. Donc c'est quand même déjà beaucoup. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle aussi un risque émergent, parce qu'en fait, les conditions de changement climatique, avec l'augmentation des températures, l'augmentation de l'humidité, font que ces problèmes qu'on pouvait rencontrer dans des pays un peu plus au sud remontent un petit peu. Et donc ça devient des molécules qui n'étaient pas forcément dans notre viseur
en France et que l'on va pouvoir surveiller de manière un peu plus serrée dans les années à venir. Donc là, en ce moment, vous êtes un peu plus focus sur les mycotoxines qu'il y a 5 ou 10 ans. Oui, alors nous, au laboratoire, on ne les mesure pas, mais effectivement, les laboratoires qui sont en charge de la mesure de ces molécules les surveillent bien. Et effectivement, dans l'étude Alimentation Totale, donc la 3e en cours, elles sont bien présentes. Il y a aussi les métaux lourds dont on parle, qui sont principalement utilisés par exemple dans les matières fertilisantes, les engrais industriels, le fumier, mais qui sont aussi présents naturellement dans les sols, dans l'eau, dans l'air. Je pense au cadmium, j'espère que je le prononce bien. Là encore, est-ce que c'est quelque chose donc déjà dans la nature, mais nous, on peut en rajouter, c'est ça ? Oui, c'est vrai que c'est un bon exemple, le cadmium, parce que c'est un élément inorganique pour le coup, dans cette fois-ci. Donc c'est toujours un contaminant chimique. À l'inverse de tous les autres précédemment qui étaient organiques, donc avec des molécules de carbone, là on est dans des molécules inorganiques, c'est ce qu'on appelle les métaux lourds. Donc le cadmium est naturellement présent dans les couches de la croûte terrestre, mais il est également présent dans certains fertilisants, en fait, donc il peut être rajouté par ce biais-là dans les champs et on va le retrouver principalement dans les céréales. Donc les principales sources d'exposition pour le consommateur, c'est les céréales ou la pomme de terre. Ça fait aussi partie des contaminants chimiques que vous cherchez dans le labo ou c'est pas votre spécialité ? Non, alors l'inorganique, c'est vraiment des méthodes analytiques, des instruments très particuliers. Et donc là, le laboratoire de référence, c'est pas le nôtre. Vous, la référence, c'est les POP. C'est les fameux POP, les polluants organiques persistants dont on parlait tout à l'heure, la grosse famille qui fait un peu peur, dans lequel il y a les fameux PFAS. Pour finir sur ce cadmium, là on sait par exemple que ça augmente les risques d'ostéoporose ou de fractures osseuses. Dans tous les contaminants chimiques qu'on a cités là depuis le début de cette deuxième partie, est-ce qu'on est très au clair sur les conséquences que ça a sur notre santé ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de flou artistique ? Alors il y a certaines preuves qui sont effectivement irréfutables. Néanmoins, comme ce sont des expositions qui vont générer des maladies chroniques donc sur le long terme, c'est extrêmement compliqué de relier une pathologie avec une exposition qui a pu se passer 15 ans, 10, 20 ans avant. Donc c'est vrai que là, il y a besoin de recherche nécessaire et effectivement, les recherches en toxicologie s'attachent également à bien caractériser les effets de ces différentes molécules et il y a toujours de la place pour de la recherche, effectivement. Il existe aussi des cas de contamination dus à une sortie de circuit, on va dire, auquel on ne s'attend pas forcément. On en parle juste après la pause musicale. Too Much to Taste de Crystal Murray et on revient juste après. Ready to go, I hop in my car, I ride in the dark, you know under the bell, touching myself, see I'm moved by your flaws, way too excited. C'était Too Much to Taste de Crystal Murray. Nous sommes de retour en interview avec Gaude Dervilly, directrice adjointe et responsable scientifique du laboratoire de recherche Laberca, qui étudie la contamination chimique des aliments. Et juste avant, on a fait la liste de plein de contaminants chimiques et on a oublié de parler de quelque chose dont on entend beaucoup parler quand même, c'est le plastique et notamment le fameux bisphénol qui normalement a été interdit. Est-ce que vous retrouvez encore quand même du bisphénol dans vos analyses ? Les bisphénols, en fait, c'est une famille de composés. Le plus emblématique, c'est le bisphénol A. Il a été interdit au niveau européen dans les biberons en 2011 et la France est même allée un pas plus loin puisque depuis 2015, il est interdit dans tous les contenants en contact avec les aliments. Donc normalement, on ne retrouve plus de bisphénol A dans ces produits. Est-ce qu'il y en a encore dans les aliments ? Alors, peut-être encore, parce qu'effectivement, il y a un bruit de fond, mais ce sont quand même des molécules qui sont éliminées beaucoup plus vite que les POP dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment de persistance de ces bisphénols, de ce bisphénol A en tout cas. Là où il va y avoir une vigilance importante, c'est sur les substituts, puisque lorsqu'on interdit une molécule, il y en a effectivement plusieurs qui sont utilisées, enfin qui sont des alternatives, qui sont mises sur le marché et qui sont utilisées. Donc il y a une attention particulière sur d'autres bisphénols, comme le bisphénol S, F, voilà, il y a toute une petite ribambelle. Donc on s'est a priori débarrassé du A, en tout cas c'est en voie, mais il y a ces petits copains derrière qui arrivent. C'est ça. Et j'imagine que du coup on ne sait pas forcément non plus ce qu'eux font sur la santé, alors que le bisphénol A c'était à peu près cadré. Oui, alors c'est vrai que les autres bisphénols ont quand même une structure chimique très, très, très proche. Et en fait, le problème avec le bisphénol A, c'est que cette molécule ressemble à la molécule d'estradiol, donc à un oestrogène, et donc avec forcément une capacité de mimer un stéroïde dans notre organisme. On peut supposer, sans faire trop d'erreurs, que les autres bisphénols auront les mêmes capacités.
Donc à remplacer une hormone humaine, en tout cas essentielle au fonctionnement humain. Donc a priori, oui, ça reste quand même... il faut rester prudent et continuer les analyses. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que là aussi, la recherche cherche justement à étendre le nombre de composés connus pour proposer des méthodes qui cette fois-ci ne recherchent pas un seul bisphénol, mais une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Il y a parfois des analyses qui sont très chouettes sur le papier et qui, en réalité, sortent complètement des systèmes de sécurité alimentaire. C'est l'exemple des particuliers, par exemple, qui ont des poules chez eux pour avoir des œufs frais toute l'année. Une idée formidable. Ou pas, est-ce que ces œufs-là peuvent être sujets à des contaminations particulières qui sortent un petit peu des contrôles habituels ? Oui, alors c'est la problématique de l'autoconsommation. Effectivement, on pense bien faire en ayant ces animaux dans son jardin. Reste à savoir si l'environnement dans lequel on élève nos animaux n'est pas contaminé. Et c'est vrai que cette problématique des œufs de particuliers a été sous le feu des projecteurs, en particulier en région parisienne. C'était à l'automne 2023, où il y a une très forte recommandation des autorités publiques de ne pas consommer ces œufs puisqu'ils sont contaminés par des dioxines, par des composés perfluorés. Donc effectivement, en zone périurbaine, on n'est jamais à l'abri d'être sous le vent de fumée, d'être proche des périphériques avec des dépôts de ces molécules dans les jardins. Et effectivement, les poules vont être amenées à picorer et ça va se retrouver dans l'œuf, ça va même se concentrer dans l'œuf, en particulier pour les molécules qui sont lipophiles comme les POP, donc on va les retrouver dans les œufs. J'imagine aussi que tous les zones périurbaines qui installent des jardins partagés, etc., à côté de chemins de fer ou d'autoroutes, forcément, la culture maraîchère des particuliers qui a lieu ici a des conséquences difficilement analysables. Effectivement, si les terrains étaient auparavant des terrains industriels ou encore une fois, s'ils sont proches de zones d'émission, comme c'est de l'autoconsommation, ce sont des produits qui ne passent pas dans le circuit classique et pourtant tellement sécurisé de contrôle des aliments. Donc on va sûrement passer en dessous des radars. Là, la problématique, c'est si on consomme beaucoup, donc s'il y a moins de diversification d'origine, parce qu'en fait, la clé pour diminuer notre exposition, c'est de diversifier les produits, de diversifier les origines. Quand on fait de l'autoconsommation, on diversifie moins l'origine. Si l'origine est contaminée, effectivement, on va se surexposer. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez aussi parlé des moutons, par exemple, qui sont de plus en plus nombreux pour être des tondeuses un petit peu naturelles. Ces moutons-là, c'est très mignon, c'est super pour les enfants. Il y en a d'ailleurs dans la cour du château de Nantes. Est-ce qu'après, ils se retrouvent dans le système de consommation ? Oui, alors bien souvent, effectivement, ce sont ce qu'on appelle des nouvelles pratiques d'élevage, des moutons qui vont être utilisés alors, soit en pâturage urbain, comme vous l'avez dit, dans les douves du château de Nantes, soit en interculture pour venir nettoyer les parcelles entre les différentes cultures. Donc ce sont des nouvelles pratiques. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle la transition écologique. Donc effectivement, ce sont des éleveurs qui ont des convictions et qui cherchent des nouvelles solutions d'élevage. Là encore, ces moutons, certains se retrouvent dans la chaîne alimentaire, dans des circuits courts qui, là encore, vont passer en dehors des mailles des contrôles officiels. Et si les moutons ont pâturé dans des zones qui étaient exposées, on va se retrouver avec des contaminations. Donc on a un projet de recherche en ce moment qui cherche à caractériser ces expositions. Et c'est vrai que les moutons qui sont sur des ronds-points proches de routes, on va retrouver des contaminants qui ne sont pas souhaitables dans l'alimentation. Une dernière question, avant de conclure cette émission. En tant que consommateur, consommatrice, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter au maximum notre exposition ? Vous l'avez dit à l'instant, sur la diversification alimentaire et des sources. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous donneriez ? Je pense que la clé, elle est vraiment là. C'est vraiment de diversifier les origines de poissons, par exemple. On connaît tous la recommandation de poissons par semaine, un poisson gras, un poisson maigre. Donc il faut diversifier les espèces, diversifier encore une fois les origines. Si on achète quelque chose qui vient du sud, quelque chose qui viendra du nord, vraiment en diversifiant, on va diminuer la probabilité de tomber sur des aliments contaminés. Et puis des bonnes pratiques, effectivement, ne pas mettre ces aliments à la flamme au barbecue. Lorsqu'on a une poêle anti-adhésive, si elle montre des petits signes de vieillesse, qu'on voit le fond de la poêle qui s'écaille, il faut l'acheter tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Gaude d'Hervilly, d'avoir répondu à mes questions. Merci, c'était avec plaisir.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Gaude Dervili du laboratoire de recherche Laberca, d'Oniris et l'INRAE d'avoir répondu à nos questions, ainsi qu'au Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Merci également à Yeltaz pour sa chronique. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le labodesavoirs.fr ou sur toutes vos applications de podcasts préférées. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.